Microfilm, bonsoir, et en dehors de toute contingence médiatique, de toute actualité, de toute urgence entre guillemets, simplement pour le plaisir, depuis longtemps promis, de elle à moi, enfin tenu, Marguerite Duras, nous sommes chez elle, et le nombre de choses dont on peut parler est absolument illimité. Mais puisque c'est une émission de cinéma, on parlera de cinéma, et on parlera de ce cinéma qu'on voit la nuit, sur les étranges lucarnes. Donc Marguerite Duras, merci de nous héberger pour quelques heures. Et je crois que tu veux d'emblée me poser une question. Est-ce que tu peux imaginer qu'on puisse voir un film pour la première fois à la télévision? Alors ça, moi, c'est une question qu'évidemment je me pose, mais je suis mal placé pour y répondre parce que soit je revois beaucoup de films, soit je vois des films pour la première fois, mais c'est comme s'ils les avaient vus parce qu'ils appartiennent à une catégorie de films que j'ai vus et revus dans le temps. Donc simplement, c'est des variantes, c'est des lacunes. Et la télévision passe assez peu de films totalement inédits, inconnus, où il y aurait aussi une vraie surprise sur le type de film que c'est. Donc moi, je vérifie à la télévision constamment, jour et nuit, en zappant, grâce aux nouvelles chaînes, des bouts de cinéma qui se jouent soit à travers des choses très mauvaises, que j'ai jamais vues et que je découvre, mais que je vérifie des choses. Puis des fois, on a aussi des petites surprises, et puis des choses que j'ai déjà vues, mais qui, du fait qu'on les voit tardivement, ou des années plus tard, ou dans ce cadre-là, sont des fois également surprenantes, en bien ou en mal. Mais effectivement, c'est une question que je me suis posée. Moi, je me suis toujours dit, vu que j'ai une consommation perverse, c'est-à-dire de cinéphile de la télévision, pour moi, c'est formidable. À la limite, tout ce que je peux réfléchir sur le cinéma, la télé m'aide beaucoup plus que le fait d'aller dans les salles à moitié désertes. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour un gamin qui apprendrait le cinéma, ou le fait que le cinéma a été une chose grandiose, à la télévision? Et je n'ai pas plus la réponse que toi. Je crois qu'il ne peut pas le faire. Bresson, par exemple. Un jeune homme de 18 ans qui découvre Bresson à la télévision. Je ne peux pas l'imaginer. C'est-à-dire que... Pour moi, la télé, c'est le tout venant, tu comprends? C'est ça, pour moi aussi. C'est l'espèce de torrent d'images. Alors pour ça, Canal+ est parfait. À partir de 10h, minuit, 1h du matin, ça démarre. Il y en a jusqu'à 5h du matin. C'est des trains entiers de films, on ne sait pas les titres, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas le nom des comédiens. Comme c'est des trucs à épisodes, on ne sait même pas ce qui a précédé. Mais l'image est faite de telle sorte qu'il y a toujours un suspense. Tu ouvres, il y a quelqu'un qui va être attrapé par la police, donc tu regardes. Et il se crée quelque chose de... Et il se crée quelque chose, quelqu'un qui va mourir, ou quelqu'un qui va rencontrer au contraire un amant, être heureux. Mais je dirais que presque la télévision, quand on la ça, pratique peut-être. comme ça, elle est en acte quelque chose que les critiques de cinéma faisaient des fois d'une façon un peu solitaire et littéraire, en disant que finalement il y avait beaucoup de films, beaucoup d'images, mais qu'il y avait assez peu de situations réellement originales, réellement singulières, de manières de jouer, de manières de raconter, et que maintenant la télévision permet de prendre un quart d'heure de quelque chose et on a vu toute la chose. On sent qu'on n'a rien manqué. Oui, mais toi, c'est du point de vue du cinéma que tu vois ça. C'est eu regard au cinéma. Moi, c'est le passage du temps. Ça remplit le temps de la nuit, qui est un temps difficile, quelquefois, d'une façon parfaite. Et le tout venant vraiment de l'image. Oui, moi c'est ce que je fais. Mais est-ce que tu utilises le télécommande? Ah oui, c'est parfait. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'on ne peut pas mettre la 4 sans se lever. Ah, moi je peux. Si. Ah oui. Il y a 3-4 secondes crissantes. Tu sais, ça et tout d'un coup, la 4 mois. arrive. Et d'ailleurs, ça crée un véritable événement. C'est un léger suspense. C'est l'idée que dans ce flux d'images, il pourrait y avoir un moment d'hésitation de l'image à venir. Et c'est un moment extraordinairement précieux. Comme le bruit du projecteur qui se met en route dans les ciné-clubs de patronage avec Charlot dans les années 50. Une sorte d'avant-goût de l'image. Ça ne passe plus jamais. Non. Ou par hasard, ou par accident, en tout cas, c'est pas voulu. Mais dis-moi quelque chose quand même, que j'apprenne quelque chose là, sur ces trains entiers de films, là, des kilos, des tonnes d'images qui débarquent d'où? D'Amérique latine? Ah non, d'Amérique du Nord. Mais ils ont tous un teint légèrement basané. C'est un pays métissé, l'Amérique du Nord. Tu as vu Pas jusqu'au fond. L'évolution des feuilletons, c'est maintenant, on peut pas Broadway, avoir de flics mais pas, sans que... Ah non, on peut pas avoir de pas flics sans qu'il y ait Parkview. un noir et un blanc.
Colombo, depuis très longtemps, était métissé. Ça, c'est plutôt une tradition américaine Non, mais ça, c'est merveilleux. C'est qui très... a abandonné le cinéma et qui est passé directement à la télévision. D'où effectivement Puis l'effet le blanc et le rose, on en a assez un petit peu aussi. Ah oui, oui. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles les Français n'arrivent pas à faire de feuilletons qui mélangent comme ça le social. Mais dis-moi, c'est des films que la France achète. C'est des films qui sont vendus pour une qui bouchée de roulent pain. Partout. Parce qu'ils ont déjà été amortis plusieurs fois. Ouais. Donc même on peut repasser Mission Impossible, on peut repasser Colombo, qui sont des bons feuilletons des années 60 déjà. Ou Star Trek, des choses comme ça coûte pas cher. Donc comme les télévisions ont de plus en plus d'espace et de moins en moins de choses à mettre dedans, c'est évidemment beaucoup plus efficace de jouer de ces choses qui ont déjà été vues, qui ont un côté sentimental maintenant, parce que des gens les ont vues il y a 10-20 ans, qui tiennent bien la route, certaines. Et c'est autant de moins à investir. Il faudrait trouver un nom. Les trains. Oui. Il y avait les téléfilms, on peut faire les télétrains. Tu vois, au début, ils m'ont abonné à Canal+. Ils ont eu raison. Au début, je me disais, mon Dieu, j'ai pris Canal+, pourquoi faire? Pour voir ces choses auxquelles je ne comprends rien. Et c'est petit à petit que j'ai vu que ça remplissait une fonction. Que la télévision annoncée, assagie, calmée, ne jouait pas. N'avait pas. Et c'est quoi la fonction alors? Et une occupation du temps, de l'espace, d'une certaine vacuité comme ça. Il y a le moment où il y a quelqu'un avec toi, et à 1h30, la personne dit « je vais me coucher ». Alors tu vas à la fenêtre, tout est noir partout. Tu es vraiment seul avec le poste là. Je ne sais pas si on regarde à ce moment-là. On regarde de temps en temps. Mais ça bouge pour vous, voilà, c'est vraiment... Oui. Mais moi, je fais quelque chose de très... C'est très alimentaire. Très étrange. Très, moi, je les très regarde, bas. au contraire. Je les regarde avec cette culture cinéphilie qui consiste à voir s'il y a encore une image, un son. Alors, on découvre des choses simples comme bonjour, mais dont personne ne parle. Par exemple, le doublage. On finit par aimer le doublage. Mais moi, j'aime beaucoup le doublage. Est-ce que tu as remarqué que c'est une langue française qui n'a jamais été parlée nulle part au monde? Mais il y a certains films où elle est extrêmement ralentie. Et je me dis que c'est un modèle de clarté, un modèle même de densité, de gravité, qui ajoute au film, qui n'a pas du tout souvent c'est le très film. étrange. Tu vois un type marcher à toute allure dans une rue, avec une voix qui commande, qui est très placée, très lourde de sens, tu vois. Mais si deux gangsters dans les bas-fonds d'une ville américaine se tirent l'un sur l'autre, ou s'ils s'interrogent l'un l'autre, il y en a un qui va dire c'est absolument exact, c'est correct. Je n'ai rien à répondre à cela, alors qu'on sait bien que dans la vie, quelle que soit la langue, personne ne parle comme ça. Et je me demande si c'est pas ça qu'on a toujours un peu raté ou mésestimé dans la culture plus noble, entre guillemets. C'est une leçon, pas de langue française, mais une leçon de langue, comme si la culture la plus populaire, la plus bas de gamme, disons, était aussi une leçon de français. Est-ce que ce serait bien qu'un petit malfrat, au lieu de dire j'en ai rien à foutre, dise cela m'indiffère complètement dans un auditorium et sur des images presque inexistantes où tout n'est que zoom, où il y a des publicités qui viennent s'entrelarder, il y a un mélange, je trouve, de gravité, d'envie de bien faire dans le doublage et de n'importe quoi dans le son. Oui, et c'est ça aussi le compagnonnage. Je vois pas comme toi ça. Je vois pas que ce soit un français parfait. Non, parfait, je veux dire... C'est un français... Non, mais il est parfait. Mais c'est pas sa qualité première. C'est qu'il est insolite. Oui. On ne l'entend jamais. Nous ne parlons pas comme ça, toi et moi. Non, il est insolite comme la façon dont les Noirs parlent français, mais avec beaucoup moins de fraîcheur. Des gens, après l'école primaire en Indochine, voilà. Comme ça. Pour moi, c'est très colonial. Voilà. Et je pense que c'est par là qu'on voit que les Français sont colonisés. C'est comment ils doublent l'américain, avec quel français ils doublent l'américain. C'est là qu'est le vrai... Tu sais que l'argot est complètement exclu de ces films-là. Impossible. Ils sont parfaits, ils sont polis, ils sont très épurés. Pour moi, ça me fait penser à tous ces westerns qu'on avait pendant des années, et on ne se rendait pas compte que la musique était composée par des élèves de Schoenberg. Donc c'était l'école de Vienne, c'était les Juifs d'Europe centrale qui arrivaient, Dimitri Tiomkin, Franz Waxman à Hollywood. Ils faisaient des histoires de western, des cow-boys et des Indiens, et il y avait des sous-produits de l'école de Vienne. Moi, j'ai mis 20 ans à pouvoir me dire ça, à pouvoir penser ça, à dire mais c'est quand même bizarre ce montage. Et je crois que c'est un peu pareil le doublage. Et à la télévision, on s'en rend mieux compte. Et puis c'est une
C'est un mystère aussi. Des gens qui parlent comme tu parlais tout à l'heure, là, et qui sont visiblement, dont c'est visiblement pas le langage habituel, ça crée un suspense, un mystère. On se dit, ils vont vers un avenir qu'on ne peut pas imaginer, complètement imprévisible. Mais il n'y a pas de devenir. Quand on parle comme ça, on n'a pas de devenir. On y est. On y est. Et on y est pour de bon. Est-ce qu'on y est pour de bon alors, devant la télévision, toi et moi, zappant comme des fous des nuits d'insomnie? Mais toi, c'est différent. Il doit y avoir la même différence entre toi et moi qu'au tennis. Toi, tu y es. Parce que je connais les règles du jeu. Tu regardes. Moi, je regarde ce qui se passe, je regarde pas le film. Mais quelquefois, je suis effectivement très sensible à ce que tu disais, la perfection du langage, tout à fait incroyable. Ce langage précieux, presque. Ouais. Oui. Alors évidemment, comme dans le cinéma, on s'est habitué aux versions originales sous-titrées, on a oublié que ça existait. Et en même temps, je me rends compte autour de moi que les gens seraient moins prêts qu'il y a 20 ans à se battre pour les VO, comme on disait. Et j'ai du mal à interpréter ça. D'un côté, c'est une sorte de démission, parce que ça veut dire que la France peut-être est un pays devenu trop petit pour lui-même pour simplement écouter une autre langue. De l'autre côté, je me dis que ça libère des capacités, alors elle aussi très maniériste au niveau du langage, oui, de mais gag. Je te coupe là, je m'excuse, mais du moment que tu apprends une langue qui n'est pas la tienne, tu gardes un accent. Mais il faut le garder, cet accent. C'est ton étrangeté par rapport à la langue. Il faut absolument le garder. Moi, je dis aux comédiens du théâtre, gardez votre accent. Évidemment, peut-être pas l'accent de Marseille, si tu veux, parce qu'il n'irait pas avec tout. Mais un accent uruguayen, un accent presque canadien, quoi. Surtout anglais. On a des préférences aussi dans les accents. Moi, c'est les Brésiliens. L'argentin, c'est pas mal. Ça zézaille un petit peu, quand même. Ouais. Il y en a d'affreux, il faut dire. Il y en a Il y en a d'immonde. Oui, ça va foutre le cinéma en bas, quand même. On y va, je crois. Oui, moi, ça m'a frappé, puisqu'on peut quand même faire un petit point d'information. Il y a cette chose qu'on avait fait tous les deux il y a maintenant 7 ans. Ça paraît incroyable. Ici il y a même, 6 ans. 6 ans, Oui. qui était un numéro tout à fait spécial des Cahiers, qui s'appelait Les Yeux Verts, que les Cahiers ont eu la bonne idée de republier sur un plus petit format, donc en livre. Pour le faire, mais ouais. Et donc je l'ai un petit peu, moi je l'avais pas relu, je l'ai un peu feuilleté aujourd'hui avant de venir, et puis j'ai trouvé que, alors soit j'étais très en retard, soit tu avais de l'avance, mais il y a beaucoup de choses que tu as dites à l'époque, que bon, aujourd'hui, je pourrais les écrire. Je dis pas qu'à l'époque je le pensais pas, mais ça me paraissait un peu prophétique, un peu en l'air. Maintenant je pense que ça s'est complètement concrétisé. Par exemple, lorsque tu dis que les gens qui font des très gros succès commerciaux, plusieurs millions d'entrées, il y en a moins qu'avant d'ailleurs, sont jaloux des 10 000 spectateurs que toi tu as. Oui. Toi tu n'en as que 10 000, eux en ont 2 millions, mais c'est ces 10 000-là qui veulent. Bon. Je trouve que ça s'est aggravé, ça. C'est-à-dire que maintenant ça crée une sorte de mauvaise humeur. C'est institutionnalisé maintenant. Oui. Il y a ceux-là et les autres. Oui. Mais ceux qui sont le plus malheureux, c'est pas les gens comme toi. Parce que tu peux toujours avoir tes 10 000 spectateurs si tu fais un film. Peut-être même plus. C'est ceux qui avaient 2 millions et qui n'en ont plus que 1 million ou 500 000, ce qui pourrait être dramatique. Mais et même, qui ne comprennent pas pourquoi. Serge, il faut que tu ailles plus loin que ça encore. Même ceux qui ont 2 millions, ils voudraient avoir les 2 millions plus les 10 000 que tu as. Oui. Je ne sais pas si je le dis là-dedans. Oui, oui. Mais je le dis encore, tu vois, je vais Oui. oublier. Et ces 10 000, ça les rend malades. Absolument. Alors que le million qu'ils ont, ou les 5 millions, ça ne nous fait rien. Oui, mais c'est grave de leur point de vue. Oui, mais ça veut dire que c'est pas du tout la recherche de l'argent. Ah oui, bien sûr. C'est la recherche du pouvoir. Mais ça veut dire que les gens qui ont 2 millions et non pas 2 millions 10 000 Le succès, c'est la recherche méprisent du les 2 pouvoir. millions. Parce que pour eux, c'est jamais assez. Alors que dans le temps... C'est pas assez, c'est une autre chose. Oui, c'est pas assez qualitativement. Tu Alors sais que dans dans le les temps, 10 000, quelqu'un- il y a le meilleur de l'intelligence et de la culture, si on peut dire ces mots-là. Enfin, c'est toujours embêtant de les employer, mais ceux qui n'auront pas. C'est la partie qui peut bouger. Ceux qui n'auront pas. Ah, qualitativement, c'est très très important de le dire, ça. De faire la différence entre ces succès du marché du cinéma.
et les succès marginaux, quoi. Romer, c'est Romer qui disait ça, je ne sais plus. Ah non, c'est Queneau qui me disait, mais pas à propos du cinéma. Il me disait, il faut 2000 personnes pour faire un livre en France. Si un livre a 2000 personnes, 2000 certaines personnes, il est sauvé. Et s'il n'a pas ces 2000 personnes, rien ne pourra le sauver. Même pas 1 million de lecteurs. Et c'est complètement vérifiable et vérifié, ça. Absolument. Et ce qui s'est précipité depuis Les Yeux Verts, c'est que les chances pour un cinéaste qui vise le grand public de l'atteindre sont devenues extrêmement aléatoires. C'est-à-dire que c'est devenu presque aussi difficile pour lui d'être sûr de son coup, comme on disait avant, d'avoir des recettes. Tu parles du commercial. Oui, là. je parle de commercial. Donc, il commence à être inquiet, alors qu'il aurait peut-être dû toujours être inquiet. Mais là, il est tout d'un coup inquiet. Et Mais financièrement, il est inquiet. non, parce que dans la mesure où il n'est plus obligé de faire du cinéma, parce que industriellement, c'est très décadent, parce que le succès n'est même plus garanti, parce que les stars qui assuraient un succès, ça n'a qu'un temps, il y a un moment où même ces stars disparaissent. Donc, du coup, il se pose la question, pourquoi... Dis succès commercial, parce que oui, si commercial. tu dis succès... Oui, oui. Donc, il se demande pourquoi. Bon, nous, on fait à Libération une grande enquête, pourquoi filmez-vous? Alors, ça a l'air comme ça un peu idiot, mais quand on le fait mondialement, ce qu'on a réellement fait, quand on essaie d'avoir les Albanais, les Péruviens, les Noirs américains, les Chinois, les Turcs et les Français, on se rend compte qu'il y en a presque plus qui disent, pour avoir du succès commercial, pour toucher le public, parce que ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens, ce qui après tout est tout à fait ce qui a existé dans le cinéma. Il y a eu une symbiose à un moment. Alors tous disent, parce que petit, j'aimais... les images, l'ombre de la grande salle, le spectacle, c'est une nécessité, c'est une urgence. Bon. Et on se dit, c'est quand même un petit peu trop d'état d'âme pour des gens dont, majoritairement, pendant des décennies, le métier consistait à intéresser et divertir des gens. Il y a une sorte de discours d'auteur, je veux dire, qui maintenant est tenu, y compris par Henri Verneuil, que j'ai eu lui aussi au téléphone. Je l'ai entendu à la télé, oui. Effectivement. Et alors... Il est complètement à l'abri de cette connaissance. Oui, et en même temps, il sait qu'elle existe et ça le rend malade. Il se dit, je vais faire un film sur les Arméniens parce que c'est quand même mon histoire. Il ne se dit pas que si vraiment il avait été un auteur au sens où on l'entend vulgairement, quelqu'un qui parle de lui, il aurait commencé par l'Arménie. Même si aujourd'hui c'est formidable que Verneuil se rappelle qu'il a une histoire propre, qu'il a d'ailleurs plutôt bien raconté dans son bouquin d'ailleurs, il est complètement... pur. Fatigué au niveau du plus petit réflexe d'image et de son. Mais il est très pur par rapport à nous. Innocent, je veux dire. Oui. Il y a une innocence des grands requins. C'est ça. Qui fait que même quand il crie au téléphone, « Ah, Libération, je ne vous répondrai pas parce que, vu la façon dont vous parlez de moi, je me demande s'il vous reste des mots assez durs pour parler de Pinochet. » Ça veut dire qu'un cinéaste qu'on considère comme un mauvais cinéaste estime qu'on considère qu'il torture ou qu'il est fasciste, ce qui prouve à quel point ça perd les pédales. Puis une demi-heure après, c'est oui, quand même, faudrait parler, c'est important ce que vous dites, c'est intéressant, on n'arrive plus à communiquer, je comprends pas. Il y a un vrai désarroi, et ce désarroi se voit beaucoup plus chez des gens comme ça que chez des gens comme toi qui font leurs films quand ils ont envie de les faire. Quant au cinéma, je suis complètement à l'abri. Enfin. Tu as encore envie d'en faire du cinéma? On ne peut pas faire un cinéma plus personnel quand même que celui que j'ai fait. Non? C'est dur. Plus autonome, disons. Oui, c'est ce que j'entends par personnel. C'est-à-dire, ne rendons des comptes à personne. Oui, puis ne s'inquiétant pas des 10 000 spectateurs ou 50 000 spectateurs que je peux avoir. C'est quand même un cas. Je fais un film qui a 40 000 spectateurs et il est dans le monde entier. Il est volé d'ailleurs, parce que je n'ai plus de producteurs, ils ont tous fait faillite. Rivette et Bresson et moi. Non, pas Bresson, il garde bien ses affaires. Rivette, non. Rivette et moi, on se balade, on est à Tokyo, on est à Hong Kong. J'ai des courts-métrages à Hong Kong en ce moment. Non, c'est pas du tout quant à moi que j'en parle. Que je parle avec toi de ça, plutôt. Je t'écoute. C'est... Bon, qu'est-ce qu'on va faire sans le cinéma? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Mais on a fait autant de films que de livres en 5 siècles. Le monde. Il a fait plus de films que l'Europe en 5 siècles. Il y a un trésor qui est... Il y a un trésor caché. Qui est pillé à toute vitesse par la télévision, mais même ça n'aura qu'un temps. Après, le nombre de films qui passent sur les chaînes, c'est énorme en ce moment. On peut vraiment rester chez soi une semaine entière et voir à la fois des classiques du cinéma en version originale, des bandes étranges, des vieux films français, y compris des années 50, 60. Moi... Ça, c'est plus difficile déjà, c'est encore autre chose. Mais alors, ils sont tous éclusés, ces films-là. Dans des quoi? Dans des maisons qui ont fait faillite, dans des poubelles, quoi. On rachète des catalogues. J'ai vu un film qui m'a enchanté. Il y a 15 jours à la télévision. Je ne l'avais jamais vu. Je suis très à l'abri de tout ça. Je lis les journaux tous les jours, mais je ne lis pas ce qu'il y a sur le cinéma, très rarement. Et c'est The Reds. Avec Warren Beatty. Le film de Warren Beatty, oui. Avec Diane Keaton. Oui. J'étais émerveillée. Jamais on a décrit un amour comme ça. C'est complètement exaltant. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'était des amants. Et effectivement, c'était des amants. Le film est arrivé juste pour prendre ça. Cette histoire-là qu'il y avait entre eux, qui a coïncidé avec celle du film. Et c'est un document unique sur le cinéma. Je dis bien, je suis public sur le cinéma. Parce que sur l'amour, on ne le voit pas dans les films, l'amour. Jamais. Jamais on le voit une fois. On le voit dans India Song, quand même. Mais on le voit une fois tous les 10 000 films, peut-être. Je dis n'importe quoi, peut-être les 100 000 films. Et là, il éclate. Il sort du film. Moi, j'étais dans le bonheur. Ce film m'a accompagné pendant 8 jours. Alors, ce que je voudrais faire, je le dis comme ça à la radio, ça peut toujours servir, c'est avoir affaire à un type comme Diamantis, par exemple, que j'ai en grande estime, et lui lancer ses films. J'ai lancé comme ça Vanda, qui avait été un échec, et j'en ai parlé partout. J'ai fait même un article sur, je me rappelle. Sur Vanda dans les cahiers. Et le film est reparti comme un film neuf. Et The Reds, j'ai envie que mes amis le voient avant tout, quoi. J'ai envie de le faire repartir. Mais Reds, c'est un film très... C'est un gros film, c'est un film cher. C'est pas... Mais qu'est-ce que ça peut faire? Non, mais c'est pas un petit film comme Vanda. C'est un film à épisode. épisode. C'est-à-dire que là, il faut faire pression sur, je sais pas quelle est la compagnie américaine qui voudrait le donner en distribution. Reds, oui. Mais pourquoi elle ne le donnerait pas? Oui. Je pense qu'ils ont des études de marché qui leur disent si oui ou non c'est un bon moment. Peut-être qu'avec avec Gorbatchev, peut-être que ça va être possible. C'est quand même 82 maintenant. Oui. C'est 82 ou 83, Reds. Oui. Ah, parce qu'il y a des firmes qui retiennent les films, qui les font vieillir. Les Américains, oui, parce qu'après, il faut les garder pour la télévision. Il faut les revendre très cher pour la télévision, après. Ils gèrent très très bien leur stock. Est-ce que le cinéma cesse d'être cinéma américain? Moi, en ce moment, j'ai envie de dire que oui. Mais c'est peut-être comme ça une période. C'est une période comme ça. C'est peut-être superficiel. Ça fait assez longtemps que moi, j'attends rien de fondamental du cinéma américain. Alors, on est content quand oui, je suis dans ton cas aussi. Quand il y a un cinéaste qui est très brillant, disons Scorsese, Coppola, c'est toujours brillant, c'est même des fois très bien. Mais je dis fondamental. Et alors là, récemment, il y a eu des choses comme ça tellement accablantes, genre Platoon, tout ça. On se dit, bon, pourquoi c'est un film de sadique, Platoon, non? C'est un film de petits soldats, d'anciens combattants. C'est le film de quelqu'un qui dit... Par ailleurs, il y a autre chose. C'est le film de quelqu'un qui dit, c'est ma vie, c'est mes tripes, j'y étais, plus jamais ça, plus jamais de guerre, plus jamais de Vietnam, plus jamais de film sur le Vietnam, parce que le mien est vraiment le film définitif. Le film casse la baraque à des Oscars, on annonce Platoon 2. Donc, si on n'avait pas déjà compris en voyant le film que c'était quand même un film tardif et un peu frimeur, et un peu bête sur le fond, Platoon 2, ça dit tout. Ça veut dire que les Américains sont contraints, c'est leur charme en un sens. Ils sont esclaves de quelque chose qui marche. Alors on le fait marcher jusqu'à ce qu'il y ait... Mais il paraît que ça a fait un démarrage politique énorme. Mais pas 2. Celui-là suffirait. Oui. J'ai vu 3 images à la télé et j'ai dit à Yann, je n'irai jamais. J'ai repensé à ce que tu avais dit dans le temps, que l'Amérique était le déambulatoire
de l'Europe, de la culture européenne. Et je pense que ça se confirme. Et je pense que maintenant qu'aux USA, tous les gens qui sont venus d'Europe après la guerre, que ce soit dans les universités, dans le cinéma, sont morts, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Une intelligentsia, des professeurs, des artistes, des universitaires, nés en Amérique dans les années Mauvaise. 30, 40. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont dans le ventre. Et on commence à être un peu inquiet parce qu'on voit un certain provincialisme. Moi, je suis un peu terrifié par le provincialisme américain. Ça, je l'ai dit aussi. Oui. Le petit pays américain. Petit pays. C'est-à-dire, s'il n'y a en Amérique que la composante blanche WASP, bah, comme cette composante a fait l'année du chasseur, fait par un Anglais, mais sur un récit biblique, donc vraiment C'est anglais, Mayflower, mais biblique. C'est important. Le lien improbable entre l'Angleterre et Faulkner. Bon. Mais ils ont fait ça dans les années 50. Dans les années 80, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces gens-là? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne vois pas, je vois rien. Je vois quelques Italo-Américains qui ont beaucoup d'énergie. Oui, tu vois, quand tu en parlais tout à l'heure, je voulais te dire que je ne le faisais pas du tout. Je ne la faisais pas pour l'Angleterre, pour les films anglais, cette réflexion. Ah oui, j'entends bien, oui. Parce que là, mais le cinéma n'a jamais été anglais, il a toujours été américain, mythologiquement. Voilà. Oui, mais le cinéma anglais, c'est cette espèce de cinéma insolite, très pur, très seul. Ça change beaucoup. C'est émerveillant aussi, non? Moi, non. Hein, moi, je connais mal. On ne connaît pas bien le cinéma anglais. Mais c'est vrai que dès que j'entends de l'anglais... Ah oui, la langue anglaise, là je suis comme oui, toi. mais on l'entend dans les films. Et tu sais, ça se passe en ce moment, parce que qu'est-ce qui se passe avec le provincialisme américain? C'est que leur vieux complexe par rapport à l'Europe, leur incapacité à faire des dramatiques culturelles, des Shakespeare, des Henry James, des choses comme ça, ils font venir, ou ils laissent venir à eux, Pinter. les Anglais, les Australiens, qui ont un savoir-faire professionnel formidable, une conception assez minable en même temps du cinéma, Ça qui ne sont pense pas pas des gens beaucoup. très personnels. Ça pense pas Mais bien. s'il n'y avait pas Joffé, Schlesinger, Karel Reiss, Richardson, maintenant les Australiens, les Américains n'auraient même pas leur composante culturelle. Moi, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre et que moi non plus, je préfère voir Supercopter. C'est peut-être de l'élitisme à rebours, mais je pense que l'Amérique a quelque chose qui passe dans les feuilletons de la 5, plus intéressant que leur côté parvenu, où à l'aide des Anglais, on essaie de faire quelque chose qui, historiquement, culturellement, se tienne. Mais la télévision, là aussi, pour reprendre notre point de départ, est plus intéressante, y compris sur l'état réel de l'Amérique. Un état, je dirais, bouillon de culture. Puis redite. Une soupe. Une soupe incroyable primordiale. De se répéter à ce point-là, quand même. Je crois que c'est unique. Il y a peut-être le cinéma japonais qui se redit à ce point. Plus beaucoup maintenant. C'est exactement comme si Balzac durait encore. Ouais. Oui, les fiches de police, les films policiers, c'est pareil. Ça fait 100 ans. Et il est vieux comme s'il était né au début du 19e. Mais quand même, il se voit. Oui. Il se voit les très grands, quoi. Hitchcock, tout se voit de Hitchcock, l'intégralité. Oui, Hitchcock, oui. Le cinéma américain, c'est bizarre, parce que d'un côté, je trouve qu'il nous touche de moins en moins, et en même temps, il est tellement seul à essayer de faire ce que tu dis, de toujours répéter des choses, de toujours vouloir éduquer, de toujours vouloir dire où est le bien dans n'importe quelle situation, où est le bien, où est le côté du bien, que c'est tellement... Ça a déserté, ça, le cinéma européen, donc ça n'est qu'aux USA. C'est pas moral, un programme voilà, c'est moralisant même. C'est pas un programme esthétique formidable. En même temps, nous, on n'est pas là. Alors, est-ce qu'on n'est plus là parce qu'on aurait dépassé ça, parce qu'on est adulte et vieux? Ou est-ce que, hypothèse beaucoup plus inquiétante en un sens, est-ce qu'on n'en est pas encore là? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Europe, si elle se revendiquait tout d'un coup, et Dieu sait sur quelle base, ça ne se reposerait pas cette question de où est le côté du bien? Enfin, je dis ça à cause de ce débat un peu rance là, qui revient avec les bouquins à la mode. Bernard et Lévy sur « mais nous sommes intellectuels, la vérité, la raison, la pensée ». Je dis, bon, les gens qui vendent ça, évidemment, sont ceux qui ne font pas ce qu'ils disent, sinon ils ne le diraient pas. Non, mais revenons au cinéma, c'est un c'est truc plus européen. intéressant que Bernard et Lévy. Ils ont une façon de faire. Le cinéma américain, dès que, par exemple, Fonda apparaît, tu sais quel film tu vas voir. Tu sais que s'il est là, il a été choisi pour lui-même. Et que le film se pliera à Fonda, mais que Fonda ne pliera pas. Et ça, c'est un phénomène américain. Et ça, j'adore ça. C'est que la personne de l'acteur l'emporte sur la raison commerciale. Bien sûr. Tu vois, on pourrait dire qu'il y a des grands Fonda,
des grands films de Fonda, on pourrait dire des grands Fonda. Mais c'est la même morale, tout ça. John Ford... Non, Hitchcock, c'est un peu... Ah non, Hitchcock, c'est justement le premier qui sort de là. Qui n'aimait pas les acteurs. Oui, oui. Mais il était anglais. Tu aimes les acteurs? Je sais plus. Je sais que maintenant, je les regarde dans les films. Avant, je ne la regardais pas. Maintenant, je les regarde, mais c'est toujours le genre de choses que l'on découvre quand c'est un peu mort. C'est-à-dire qu'on devient tout d'un coup extrêmement affectueux, gentil et compréhensif, quand la chose qui effrayait un peu avant ne se reproduit plus. Et ce règne-là a été défait par le cinéma italien. Oui, absolument, absolument. Il y a une seule grande césure dans l'histoire du cinéma. À la grande voyoucratie de Fellini. Surtout la grande voyoucratie de Rossellini, avec Chacun son père Fellini, mais non, le premier qui porte les coups, c'est Rossellini, un peu comme un aventurier, vraiment. Parce que lui, il fait l'opération symbolique typique. Il dit je veux Ingrid Bergman, parce qu'elle a du succès là-bas, et puis qu'elle lui plaisait. Il a la chance de tomber sur quelqu'un qui était assez inquiet pour dire quelque chose se passe en Europe, je vais en Italie. Bon, l'amour, 3-4 films. Bergman se refait une carrière difficilement à Hollywood, pardonne pas ça, et Rossellini évolue vers ces trucs de plus en plus pédagogiques, télévision lui aussi. Et ça, je crois que c'est le petit événement central qui annonce la déliquescence progressive du cinéma de studio, donc des stars, une possibilité de cinéma de crise adulte, le cinéma du soupçon, qui est le cinéma européen, dont nous on a hérité, dont même toi tu as hérité. Et même ça, c'est fini. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est suffisamment loin de ça pour voir que le cinéma des stars qui a duré... je parle celui du parlant, parce que le muet, c'est autre chose, qui a duré 30 ans à tout casser. Ces 30 ans, c'est pas très long. Il s'est passé autant de temps depuis la fin de ce système que ce système lui-même. Et nous, on vit encore comme si on était juste après la fin de ce système. Et il y a encore des gens à la télévision... La fin de l'ère morale. Oui. Frédéric Mitterrand, quand il dit à un jeune acteur comme Lucas Belvaux, qui a 20 ans... Alors Lucas, tu es une star. Et on a envie de dire, pauvre gamin. Bon, mais alors c'est ça pour te répondre. J'aime bien les acteurs maintenant, peut-être parce que je vieillis, et que je trouve qu'il y a quelque chose de complètement désarmant dans un acteur, parce que c'est fondamentalement quelqu'un qui veut être aimé, quelle que soit la situation, quel que soit le système, il a du talent ou pas. Et il y a autour maintenant, et ça c'est la télévision, il y a autour quelque chose qui attaque, qui va faire beaucoup de mal, et qui va même empêcher des gens d'avoir une chance de devenir une image. Ça prend du temps à faire une image. Hein. Hollywood, on les fabriquait, les images. On les fabriquait. Oui, mais il y a dans le cinéma français, on peut en parler un petit peu. On peut. Oui. Dans ce qu'on voit à la télévision, du cinéma français et aussi des films télévisés, il y a un mauvais usage du comédien. Le comédien, dans le cinéma français, dérange le film. Il ne le fait pas, si tu veux. C'est très curieux, ce sentiment. Quand Fonda pénètre un espace, ou une rue vide, ou bien une place, ou un bar, enfin, il est à sa place, il est juste, il est discret. Simplement, c'est l'emplacement de son corps qui est complètement sacralisé. Bon, dans le cinéma français, ça dérange. Les acteurs français font beaucoup trop de gestes. Ils sont beaucoup trop intimidés. On sent que ce sont des gens qui ont peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire carrière, talonnés par l'idée de carrière. C'est lamentable. C'est peut-être parce que je ne le vois jamais. Je ne le vois qu'ici, ici je veux dire à la télévision. Je ne le vois jamais en première vision, le cinéma français. Je n'y vais pas. Mais je suis chaque fois, même en seconde vision, ou 4 ans après, je suis chaque fois frappée par ça. Par la mauvaise utilisation des acteurs par les metteurs en scène. Un petit peu comme s'ils n'étaient pas assez intelligents pour diriger les comédiens. Ils font de la belle image. Ils savent très bien filmer. Mais on a le sentiment que c'est aussi nécessaire pour eux de bien filmer ce bureau que le visage de ce jeune homme. C'est à la fin, tu sais, quand ça s'ajoute, quand les films s'ajoutent les uns aux autres, ça fait une mentalité. Une mentalité qui règne dans le cinéma. C'est ça que tu éprouves, enfin, devant. C'est vrai que moi, des fois, j'ai la nostalgie
des films que pourtant à l'époque on critiquait très violemment, qui étaient, on a un acteur qui marche bien, que les gens aiment, alors on fait un film pour lui. Et à l'époque, on disait, au cahier du cinéma, c'est scandaleux, ce qui compte, c'est l'histoire, c'est le metteur en scène, etc. C'est honteux de se rouler au pied d'une image déjà constituée, donc de faire des films pour Gabin, parce que Gabin est incontournable. Et je me dis que même ça, on ne le fait plus. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui sont vraiment intéressants. Mais vous avez beaucoup parlé d'image. Oui, on n'en parle plus maintenant. En tout cas, moi, j'en parle plus. Oh. Je crois que c'est vraiment le drame. L'image avant tout, l'image... Pas nous, hein. Non, faut être juste. Non, pas au cahier. Non. Mais non, au contraire, là, je serais ferme là-dessus, parce que même quand moi j'étais petit, je me souviens, la grande distinction entre les cahiers, qui étaient assez bizarres, et puis d'autres revues de cinéma, mais surtout l'opinion générale sur le cinéma, c'était, évidemment, le cinéma, c'est d'abord l'image, qui est un discours très difficile à combattre, qu'on n'a pas beaucoup réfléchi au cinéma. Or, ce discours avait quand même cédé un peu de terrain, surtout en France, où on a quand même beaucoup travaillé le son. Tu y as contribué, mais t'es pas la seule. C'est fou à quel point les cinéastes français intéressants ont tous une idée sur le son, donc sur l'image, mais l'image à partir du son. Et non, puis ça... Non, sur la parole, oui. La parole, oui. Et ça s'est de nouveau estompé, d'où ma tristesse. Parce que de nouveau, on peut avoir des jeunes cinéastes qui disent trop bavard le cinéma français, trop de son. D'abord, c'est pas vendable, c'est pas exportable, les gens n'aiment pas lire des sous-titres. Vive l'image, ça au moins c'est universel. Or, aujourd'hui, la seule image universelle, c'est la publicité. Ou la télévision. C'est soit le direct de télévision, soit le cinéma amateur de reportage passant à la télévision parce que c'est un sujet réel, soit la publicité. Il n'y a pas beaucoup de types d'images aujourd'hui. Mais comme disait le petit Lévy hier soir, c'est pas assez. C'est pas assez. Si on avait à choisir entre plein de types d'images, plein d'écoles comme en peinture, on dirait pourquoi pas, mais il y a très peu de choses dans les images. Et on est en train d'abandonner le son. Et moi, mon hypothèse actuelle, c'est que le cinéma parlant est en train de mourir. Parlant, en tant qu'il parle. Ça rejoint ce qu'on disait sur le doublage des films américains. En tout cas, moi, mon cinéma, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'aimait, ton cinéma. C'est la parole. Et il ne meurt pas, mon cinéma. Je veux dire, il y a quand même des gens... il y a quand même des gens qui sont attachés à la parole. Et à la parole crue, enfin, presque omniprésente, presque anormalement présente dans un film. Bien sûr. On a des acteurs qui ont des voix fabuleuses, à qui on ne fait rien faire. C'est Rig, par exemple. Ça tient à, je ne sais pas, une timidité, certainement. Je me souviens de ce film qui a paru, je ne sais pas le titre. Je sais qu'il a été cité à Hollywood, là, aux Oscars. Il y a une jeune fille qui a fait parler d'elle beaucoup, de 37-2. 37-2. Je ne l'ai pas vu. Mais à la télévision, quand on a fait de la publicité pour ce film, j'ai vu que la jeune fille, à un moment donné, prenait un manuscrit pour aller le lire sur un bureau. Et avant de poser ce manuscrit sur le bureau, alors que la table à l'endroit du manuscrit était libre, elle a écarté les bras et elle a renversé tout ce qu'il y avait sur la table par terre. Elle s'est assise à la table vide. Elle a lu son manuscrit. C'est-à-dire que pour lire, elle aurait mangé un steak encore. Mais pour lire, elle avait fait l'enfant. Elle avait dégradé même la lecture qu'elle allait se faire. J'ai trouvé ça d'une telle bêtise. D'une bêtise dans l'image. Il y avait une telle bêtise régnante complètement. Je me suis dit, c'est impossible. Jamais je lirai et jamais je ne verrai ce film. Oui, mais tu vois, cette chose-là, c'est exactement la même chose que... J'aime bien parler dans le détail avec des exemples. C'est un très bon exemple que ce qu'on disait sur le doublage. C'est que comme on s'adresse à un public avec qui on partage cette idée que la lecture est formidable, mais que personne ne lit, ou qu'on lit de moins en moins, et que c'est l'image qui compte, donc on prend l'image, et dans l'image, on met en scène d'une façon complètement enfantine l'idée que c'est tellement important la lecture que on envoie tout valser sur la table. Mais c'est ça qui veut dire. Oui. Évidemment, mais c'est quelque chose, je dirais presque, en tout cas de documentaire sur l'état actuel des choses, d'assez touchant même si c'est faux, parce qu'évidemment, les gens qui passent leur vie à lire,
ils prennent un livre et ils le lisent n'importe où, évidemment, parce que c'est une partie de leur corps. Mais là, Benex, c'est bien vu de ta part. En principe, les lecteurs de livres n'ont jamais rien dérangé. Benex qui, en plus, vend très, Anthony Truante, l'idée qu'il est un autodidacte, qu'il n'a jamais lu, donc il continue la tradition de Lelouch à ce niveau-là, alors qu'il doit lire comme un fou pour rattraper son retard, sans le faire exprès, met en scène la difficulté qu'il y a aujourd'hui à mettre en scène le fait qu'il y a de l'écrit, grâce à l'image, et donc en fait trop. Et en faisant oui, mais trop, en évidemment, faisant trop, désigne... il se répète, parce que ce geste que je te décris là, Ouais. avec les deux bras, de tout foutre en l'air, par terre, de tout foutre par terre, de ce qu'il y avait sur la table, il a été fait 100 fois au cinéma. Dans l'énervement, les gens passent et on voit balader des choses qui sont sur les tables. C'est un vieux geste, usé. C'est pas la peine de s'en servir. Ben voilà où on en est dans le cinéma français. Il y a cette chose par rapport à la parole. Les acteurs, les voix qu'on n'ose plus utiliser, parce qu'il y a dans une voix quelque chose de très personnel, de facilement obscène, qu'on ne sait plus utiliser, ou qu'on ne sait plus simplement faire entendre. Et à ce niveau-là, on sait que le cinéma français est plutôt un pôle de résistance, parce que dans les cinémas des autres pays, la parole ou le son a rarement été aussi important. Tu te souviens, dans India Song, je faisais dire le texte par Delphine Seyrig avant, et le petit Mathieu Carrière, qui doit être par là, oui. Et sa photo, pas lui. Et ensuite, quand ils dansaient, ils entendaient la conversation qu'ils auraient eue dans un film parlant. Le film était parlant, mais il ne proférait pas les paroles. Et j'avais fait ça pour avoir le résultat que j'ai eu, d'ailleurs. C'est-à-dire que Delphine Seyrig était beaucoup plus présente à elle-même, était beaucoup plus présente eu égard à lui, elle le regardait davantage, tandis qu'elle écoutait sa propre voix. Les gens sont toujours enchantés d'écouter ça. Ça fait qu'elle, je disais le mot se dépeuplait. Elle se dépeuplait en faveur du couple qui dansait, si tu veux. Et le couple dansait infiniment plus que s'ils avaient parlé en même temps. Bien sûr. Alors, quand les gens ont vu ça et que c'était rentable cinématographiquement, ils ont mis du off pendant ça a duré au moins 3 ans, 4 ans, je sais pas, partout. Mais n'importe comment. C'est mieux le off, alors on en met. Passe-moi le sel, c'était off, par exemple. Je sais pas, donc il y a aussi une impatience, ils veulent aller trop vite, ils veulent pas comprendre ce qu'on a fait. Que certains... Tu sais, pour que le off fonctionne, il faut qu'il y ait des salles de cinéma et qu'elles soient pleines. Moi, il y a quelque chose que j'ai compris à propos d'India Song, justement, c'est qu'un jour, il est passé à la télévision. Et au journal, à Libération, on s'est dit « Ah, India Song, c'est bien, ça va être formidable de le voir à la télévision. » Et en fait, on a été déçus. Le film est bien, mais à la télévision, il perdait par rapport au cinéma. Tu vois rien à la télévision, puisque c'est... Pourquoi il perdait? Parce qu'évidemment, tu joues sur le fait qu'il y a eu du parlant, mais il n'y a plus que les voix un peu éloignées ou dissociées des corps. Non, elles sont très présentes. Oui, mais elles ne sont pas dites en direct. Tu étais déçu par le off ou bien si tu étais non, déçu c'est que par le le off, film? non, c'est que le off ne marche pas à la télévision. Il n'y a pas de off à la télévision. C'est l'énorme changement entre cinéma et télévision. Parce que comme l'image, c'est peut-être pas un film pour la télévision. L'image de télévision possible. Étant petite, l'espace off de la télévision, je suis désolé, c'est les meubles qu'il y a autour. On ne peut pas faire abstraction. Quand on est dans une grande salle, Oui, et que quand même le champ visuel est pris, on peut imaginer un espace off, on peut avoir peur, et il peut y avoir un cinéma qui spécifiquement travaille là-dessus, ce qui s'est passé, disons, avec Ozu, avec Bresson, à un niveau de raffinement qu'on ne retrouvera jamais. À la télévision, il faut redécouvrir tous les problèmes du cinéma et tous les films qu'on a aimés avec cette nouvelle hypothèse. Il n'y a pas de off. Alors, moi j'ai envie de dire, que devient Mizoguchi sans off? Que devient Lang sans off? Que devient Buñuel sans off? Certains s'en tirent formidablement. On se rend compte que c'est les films faits sur l'acteur et les films faits sur la frontalité. Non, mais là, c'était un off. Les gens se demandaient s'ils ne parlaient pas. Oui. Enfin, comme ça, c'est comment ils proféraient les paroles, mais ils regardaient la bouche, ça durait 1 minute. Ils voyaient bien qu'ils ne parlaient pas. Mais c'est une question aussi d'être seul. Tu n'es pas seul quand tu vois la télé. Parce que Gournot est arrivé dans une salle comme ça, minuscule, du quartier latin, et il l'a vu dans de très très bonnes conditions. Parce que India Song, c'est un film pour une salle de cinéma où il y a 20 personnes. Oh, peut-être même 30. Tu sais. Mettons 30, ça dépend de la taille de la salle. Disons que c'est une très grande salle, 30, et c'est une plus petite salle, 20, qui savent qu'elles sont pas très nombreuses, qui se devinent qu'elles aiment le film, et surtout qu'il y ait un effet d'écho
qui les enserre. Donc il y a un off sonore et il y a un off de l'image. À la télévision, tout d'un coup, le film devient beaucoup plus plat. C'est-à-dire qu'on a l'œil rivé à l'image, parce que si on ne regarde pas l'image à la télévision très vite, l'œil regarde autre chose, on dérape très très facilement, et il y a tout un effet qui disparaît. Et je me disais, voilà un des films qui est contemporain du basculement entre cinéma et télévision. Mais Pickpocket, tu ne peux pas le voir à la télévision. Il faut se mettre très près de l'écran pour retrouver c'est ce que je fais, moi. Est-ce que tu as des projets de cinéma? Mais non. Tu sais, c'est difficile parce que je vois pas qui me donnerait de l'argent pour faire du cinéma. Lang m'en avait donné, j'étais volée comme dans un bois. Pour changer. Mais là, encore plus que d'habitude. Et je suis quelqu'un qui vend ses livres, mais pas ses films. Mais c'est l'argent qui manque ou c'est L'amant aussi et les enfants sont sortis la même année. Oui. Les enfants ont dû faire 40 à 60 000 entrées sur Paris. Et les enfants ont dû faire 800 000 lecteurs. Tu sais pourquoi, toi? C'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que la tolérance du public ou l'évolution des choses fait que tout ce qui ne crie pas d'une façon très voyante que c'est de l'image, les gens n'ont même plus envie de faire l'effort. Je crois que j'ai passé 10 ans à faire du cinéma avec très peu de livres. Et que mes lecteurs ont attendu patiemment que j'ai fini de faire du cinéma. Et que chaque fois que je fais un film, ils me parlent en somme, en n'y allant pas. Ils me disent, tu auras beau faire des films, on n'ira pas. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de recommencer à faire des livres. Et j'ai ça très très fort en moi, ce sentiment-là, qui se crée un dialogue entre Je pense que c'est vrai, parce que moi ça m'avait frappé qu'il n'y avait pas de report du succès beaucoup plus grand que d'habitude de l'amant sur les enfants. C'était étanche. Il n'y a pas eu d'effet médiatique en disant, puisque vous avez aimé ce livre, vous aimerez son film. C'est drôle. Ah non, mais c'est pour tout. Même des films qui ont été faits par d'autres gens. Le barrage a été fait par Clément, trahi par Clément. Ben, il a eu beaucoup de spectateurs, mais pas plus que pour les autres films. Mais c'est très très clair pour moi, ça. Mes lecteurs me disent, ne recommence pas à faire du cinéma. Dans le cinéma, tu es malheureuse, tu écris plus, tu comprends pas ce que le public veut, cesse avec ça. Mais est-ce que tu es femme à écouter ton lecteur? Mais je suis forcée d'écouter, j'ai quand même fait 19 films. J'ai pas l'air, hein, mais j'en ai fait 19. Là, j'ai plus envie de recommencer. J'espère que tu as aimé les enfants. Pourtant, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un de ceux que je préfère parce qu'il est très très drôle et je pense que tu aurais dû faire plus de comédie. J'en fais dans la vie, tu sais. Ah oui, ça je n'en doute pas. Non, alors je ne crois pas que je ferai des films. À moins de tomber sur un producteur parfait, quoi. Correct. Je vois pas pourquoi j'en ferais. Si, je peux faire comme pour le camion. En 8 jours. Peut-être que mon dernier texte, je pourrais le faire comme ça. Mais vraiment sans me fatiguer, sans me déranger. Comme mot de la fin, dis-moi, est-ce qu'il y a un acteur que tu ferais travailler de priorité à tous les autres, là, tout de suite? J'aime pas le mot priorité. Que je ferais travailler. Oui, bien sûr, toujours. Tu n'as pas de nom? Si. C'est celui auquel tu penses. Le camion. Eh bien, qu'on se le dise et que le camion se le dise. Qui se le vrombrisse à lui-même. Je ne suis jamais satisfaite par les bulletins d'information. Et qu'est-ce qui te manque? L'information. Ils ont un génie pour la mutiler. Et à l'endroit même de son principal, enfin de sa personne même, du principal du corps de l'information. Dire qu'elle arrive, oui, elle n'informe plus.
Mais même matériellement. Il parle du redressement du bateau, là. À quel endroit? Comment s'appelle ce lieu de Belgique? Bruges. Zeebrugge. Zeebrugge. Et il montre pas le bateau quand il est renfloué. Il montre les approches, mais le bateau renfloué. Il dit, ah, il était renfloué, le bateau. Donc ça y est. Maintenant, il est renfloué. Et on ne le voit pas. C'est fou et tout est comme ça. La grande question énigmatique des informations, c'est pourquoi ils ont besoin des images. Oui, ça rejoint ce que je dis. Oui. Godard, toujours lui, disait ils savent pas ce qu'ils disent, puisque les choses dont ils parlent à l'image sont derrière eux. Donc comment peuvent-ils, tournant le dos à l'image, dire ce qu'il y a à l'image? Bon, c'est vrai que là aussi, c'est un truc de scénographie, donc de cinéma ou de théâtre. C'est que quand on tourne le dos à l'image, évidemment, on perd toute chance de véhiculer l'idée. Mais qu'est-ce qui véhicule à la place? L'idée qu'on n'aura pas accès à cette image si on ne passe pas par eux. Donc c'est vraiment le Cerbère, et même s'il dit des choses vraies, ou peu importe, l'image est à la fois donnée et interdite. Alors après, se battre sur le fait que vous dites ça et on voit autre chose, ça devient une sophistication de cinéphile, après de se battre sur le fait qu'on parle d'une chose qu'on ne voit pas. C'est pas uniquement l'image. Ils ont parlé que de Global Space, qui était repris, comme tu le sais. Et ils n'ont rien dit. Ça a passionné tout le monde, Global Space, il y a un an. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit simplement qu'ils niaient avoir tiré sur l'agent. C'est qu'il va falloir attendre, quoi. Peut-être un mois ou deux pour savoir ce qu'il est devenu. Mais tu sais comment ça marche à télé, ils se disent, oui, c'est passionnant, mais ça, c'est un sujet magazine. Donc, nous, on ne peut pas le faire. Alors, on ne le fait pas en magazine, parce que c'est quand même très, très délicat, c'est une vraie histoire. Et on ne le fait pas, du coup, en tant non plus que petite information. Or, si tu donnes simplement le dernier épisode d'un long feuilleton, il devient abstrait pour tout le monde. Donc, ils sont coincés par leur propre manque de souplesse. Non, c'est plutôt que ça gâcherait le magazine, ça le brûlerait, quoi. Et c'est aussi parce qu'il y a une horreur... Il y a une horreur de l'image, il y a une grande méfiance de l'image, et il y a aussi une très grande peur de l'histoire. Parce que si on faisait les informations, par exemple les faits divers, les grands faits divers, ceux qui à un moment deviennent absolument nationaux, et si on prenait le temps de les retracer, la France entière est pendue au poste. Hein. Ça, c'est évident. Simplement, je crois qu'il y a quelque chose que la télévision fait tout pour exorciser, parce que là, elle serait piégée par elle-même. C'est que la télévision, ça peut être quelqu'un devant un micro qui parle bien et qui raconte et tout le monde écoute. Et ça, c'est tellement pas cher, tellement simple à faire. Ça nie tellement le fait qu'il faut un médiateur, qu'il faut des serviteurs, qu'il faut un clergé de l'information, ou qu'ils font du travail. Il y a bien l'idée qu'il y a du travail à la télévision. C'est une question de donner du travail, alors. On le fait le moins possible. Donner du travail ou l'illusion qu'il y a du travail. Oui. D'où la mise en scène des ordinateurs, des consoles, des téléphones qui sonnent. En fait, la télévision pourrait aussi se faire avec ce que Pivot fait une fois de temps en temps quand c'est toi ou quand c'est Dumézil. Alors il faut que ce soit Dumézil. Donc, le seul vieux bonhomme de 80 ans, passionnant, qui raconte sa vie, qui a le droit de parler 2 heures d'affilée, ou 1 heure, c'est Dumézil, et encore souvent interrompu. Il l'a passé parce qu'il était mort. Oui, mais souvent interrompu par Pivot, alors qu'on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'être relancé. Les gens ne s'ennuyaient pas, mais il y a des gens... Moi, j'aime mieux quand il y a une conversation. Il y a des gens dans la vie, alors, qui racontent admirablement soit leur vie, soit n'importe quoi. Et ça, c'est tabou. Faut pas qu'on ait cette fiction sauvage qui passe à la télévision. Et comme elle ne passe plus non plus au cinéma, il n'y a pas de conteur public. Il y a le raconteur, là. Oui. À part Decaux. Mais il y avait Bombard qui le faisait formidablement, qui, moi, m'intéressait à des histoires de bateaux dont j'ai rien à foutre, et en même temps, Bombard racontait magnifiquement des histoires. Et tout le monde est resté un peu enfant, on aime qu'on nous raconte des histoires. Eh bien, c'est interdit à la télévision. Je crois que c'est un des grands tabous. Oui, parce que quelqu'un qui parle, c'est pas une image. Non, voilà. C'est-à-dire que les gens ont une conception tellement bête de leur métier que... Alors que l'image même, c'est ça. Voilà, c'est qu'ils sont jaloux du cinéma parce qu'ils pensent qu'au cinéma, on fait des images. Les gens du cinéma exagèrent dans le genre la télévision, c'est l'horreur. Nous, on fait de l'image, ce qui donne de la pub. Ils ne savent pas que lorsque quelqu'un parle, c'est une image. C'est l'image. C'est l'image. Ils n'ont pas réfléchi que Bergman, il fait des films formidables avec quelqu'un qui parle en gros plan. Et que c'est du cinéma. Et comme ils n'aiment pas les images, ils ne savent même pas les faire eux-mêmes à leur niveau télévision. Et comme ils ont peur du progrès moderne, ils ont tout fait pour bloquer la vidéo. Enfin, l'image de synthèse, qui est une possibilité d'image incroyable, mais que personne ne sait manipuler. Donc,
pris entre tous ces trucs-là, c'est pas étonnant que tu aies les informations totalement exsangues et difficiles à comprendre souvent. C'est pas la peine, c'est juste, ils disent quelque chose est arrivé là, il y a eu un mort là, ils ne disent pas comment, rien. Clovel Smith est parti, s'est sauvé 2 fois, enfin je sais pas si... Il a tiré sur cet agent, il dit qu'il n'a pas voulu faire, bon, tac, tu coupes, 1 mois de silence. Et tout est à l'avenant, quoi, ça met en colère quand on regarde la télé. Mais lorsque tu vas à toi, à la télévision par exemple, dans l'émission de Pivot, non, chez Pivot. Ah mais je suis allée chez Pivot 1 fois. Oui, c'est très bien. Ah oui, c'est bien. Tout le monde s'en souvient. Tu as eu le sentiment d'être piégé, ou pas du tout, ou d'avoir trouvé toi, personnellement, les moyens de retourner complètement la situation? Mais je l'ai raconté ça, dans un truc que je n'ai pas mis finalement dans le livre. C'est qu'avant c'est la panique, tu vois. Il m'avait dit à 3 millions de spectateurs. T'as déjà parlé à la télé? Oui, un peu, oui. Mais là, on ne savait pas ce qui allait se passer du tout. On ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Et bon, il y a le compte à rebours, et tout d'un coup, ça y est, tu es devant les 3 millions de spectateurs. Dire que tu as le sentiment qu'il y a un trou dans la pièce, et que la mer s'engouffre, que tu vas être noyé. Et rien n'arrive. Tu es seul avec Pivot. Et c'est là que ça se passe. Alors là, si tu veux, il se produit une sorte de génie qui surgit dans chacune des 2 personnes. Et qui fait qu'on se voit, on se regarde et on se parle et on est ensemble et on se répond bien et on pose des bonnes questions, etc. Que ça fonctionne comme si on était seul. Alors là, la chance qu'on a eue, c'était la sympathie qu'on a eue l'un pour l'autre, tout de suite. Voilà, ça c'était très, très bien. Et puis, je disais ça aussi, c'est que quand on est bon, enfin tu le sais, et au théâtre on l'a ça, quand tu es bon, tu le sais. Alors plus tu es bon, meilleur tu es. Meilleur tu es. Parce que tu as le sentiment que tu les vois écouter, tu les vois écouter, regarder la télé. C'est très violent, c'est une expérience très violente. Très très violente. Ça n'empêche pas, j'ai reparlé après, avec Pascal, comment ça s'appelle, Brugnot. C'est une chose du futur qu'elle avait faite. J'avais aussi peur, hein. Aussi peur qu'avant. Encore que ce soit en différé, quand même. Là, c'est le direct. Mais j'ai eu Julie à La Douleur. Chez l'Espéro, oui. Peut-être faire un truc pour la télévision, lâcher, comme libre. Je me tairais où je parlerais. Sur un sujet donné. Écrire, par exemple. Pourquoi pas. Je crois que tout le monde a envie de paraître à la télévision. Oui, je pense. C'est le seul rectangle de lumière qui... C'est ça la grande différence, tu vois. On pourrait remplacer tout le monde à la télévision.
Moi, souvent, je me dis, mon Dieu, si j'étais à la place de Chirac, qu'est-ce que je leur pourrais ressortir? On a envie d'y souffler, quoi. J'ai le sentiment qu'il se trompe de ligne, quelquefois. Ceci dit, moi, plus il fait de gaffe, plus il m'est sympathique. Je ne me souviens pas d'un homme d'État avoir été si débordé, quoi. Et l'assurance me fait horreur, comme à toi. Les gens très assurés d'eux-mêmes sont insupportables. Ça passe mal à la télé. Et à la télé particulièrement, ça passe pas. C'est sans pitié. Ouais. C'est pour ça que la télévision a créé un type... C'est vrai. Un type de journaliste, si j'ose appeler ça comme ça, complètement inédit, qui sont des gens qui ont appris à mimer un tout petit minimum de maladresse, qui est très joué. Mimer, en fait. c'est pas bête, ça. Oui, et c'est ça, et c'est pour ça qu'on les aime. On peut pas comprendre. Comme on met un tout petit peu de levure dans le gâteau. Voilà, Drucker, Sabatier, etc. C'est le côté. Thierry, non. Non, mais ça se retourne contre eux. Sabatier, mais plutôt le kilo, non? Oui, mais il y a quelque chose de. Moi, j'aime pas ça, c'est pas la question, mais l'une des raisons pour lesquelles ça tient et que ça fait image, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est que d'abord, ces gens ne se vendent pas eux-mêmes, ils sont toujours des médiateurs, qu'ils le soient vraiment ou pas, ça c'est secondaire, et qu'ils viennent toujours avec cette idée, je suis légèrement trop à l'aise pour que vous ne pensiez pas que pour moi aussi c'est une petite aventure. Et si on réussit à créer le gens qui sont capables de créer ce mime, on travaille à cette nouvelle théâtralité des médias qui n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'arriver à l'individu. Oui. Mais à travers leur discours. Arriver à l'individu mais qui montrerait la route eux-mêmes, alors. Voilà, immédiatement l'éluder, c'est-à-dire... Je n'ai pas pensé à ça, mais... Ton émission avec Pivot avait marché parce que tu l'as interpellé en tant qu'il était pivot et qu'il était charmant, si je me souviens bien. Parce qu'il l'a complètement... Je lui ai dit, vous êtes charmant. Et à partir de là, c'était gagné. Oui. Parce que, qu'est-ce que font les hommes politiques? Ils disent, Monsieur X, Monsieur Y, ils veulent absolument appeler les journalistes par leur nom. Si j'avais pensé, même une seconde avant, que j'allais lui dire, vous êtes vraiment charmant, profondément. Une seconde, ça n'aurait pas eu cette portée. Oui, bien sûr. Je l'ai dit comme ça. Et tout le monde l'a retenu et il était dans le bonheur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Godard avait parlé magnifiquement de la télévision, à 7 sur 7 justement. Ce que je trouve d'ailleurs symptomatique et intéressant, c'est que les gens qui parlent le mieux de la télévision en profondeur, c'est en général des cinéastes. C'est les gens qui ont le mieux compris qu'un certain cinéma n'était plus refaisable, et Godard le sait parfaitement, qu'ils ont simplement repris des hypothèses très anciennes de cinéastes un peu prophétiques, un peu fous, comme Dziga Vertov ou Rossellini. Il dit, ben voilà, maintenant on y est. Maintenant on est dans une sorte de communication généralisée, horizontale beaucoup plus que verticale, mais les gens qui ont la conscience de ça sont dans le cinéma. Et Godard, comme toujours, ayant un petit peu d'avance sur les autres, le disait il y a 10 ans. Maintenant, si les gens écoutaient ce qu'il disait à l'époque, ils comprendraient mieux. Y compris les gens de télévision. Oui, ils devraient repasser ces choses-là. Oui, ils comprendraient mieux. Ici, ailleurs, aujourd'hui, je ne dis pas que ça aurait du succès, mais ce que disait le film sur la propagande... Sur le truc de télévision. Oui. Non, le truc sur les camps palestiniens, aujourd'hui, ce serait transitif. Ah oui. Je pense que ce serait compris. Mais très tard. Moi, j'attends le moment où des gens de télévision penseront leur métier. Alors, ou bien ça n'arrivera jamais, parce que c'est trop grand, c'est trop... Ou bien ça peut arriver, auquel cas moi je regarde, mais enfin ça c'est un cas particulier de cette chose évidente, c'est que la télévision est plus intéressante que le cinéma en ce moment, mais je dis bien intéressante au sens strict du terme, ça a de l'intérêt. Je dis pas que c'est formidable, ou qu'on n'est pas très, très souvent furieux,
mais intéressant. Mais jamais, par exemple, j'écris, bon. Jamais on ne me dira, venez à la télévision parler. Vous. On vous lâche. C'est ce que Pascal Brugnon voudrait faire. M'avait dit qu'elle voulait faire. Et vous parlerez de la littérature, vous parlez de ce que vous voudrez. Mais si on vous demande d'insister un peu sur la littérature. Non, ce serait quelqu'un qui parlerait de ce que je pense de la littérature, voilà. Qui prendront. Je crois que tout ça, c'est question de salaire. Ils ont du personnel. C'est un truc syndical. Parce que si, par exemple, tu parles de la littérature à la télé, comme tu passes plutôt bien l'image, tu deviendras médiatrice. Soit toi-même, soit lié à la littérature. 2, tu risques de dire des choses, alors sur le sujet même, qui peuvent intéresser les gens. Donc tu vas les voler sur la médiation, et sur entre quoi et quoi on fait médiation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils ne parlent pas de littérature, parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont jamais que des journalistes. Et comme médiateurs, il faut bien qu'ils défendent leur beefsteak comme médiateur. À la limite, Pivot le fait avec plus de talent que les autres. Mais quand c'est du Spéro, on est un peu inquiet. Bon. Alors, les médiateurs, maintenant... Se sentir bien, très bien. Maintenant, les médiateurs, ils ont toute la pression sur eux. On ne sait plus entre quoi et quoi ils sont médiateurs. Eux-mêmes l'ont oublié. Oui, mais leur simple présence à l'écran rassure les gens sur le fait qu'il y a 2 pôles. Il y a une chose dont on parle, et il y a des gens à qui on parle. Mais on ne regarde plus que la personne qui est au milieu et qui dit « Grâce à moi, vous communiquez avec des contenus, des choses graves et belles, et puis vous. » Julien, je sers à ça. Voilà. Mais le résultat, c'est que... S'il est là, c'est que c'est sérieux. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à zapper de chaîne en chaîne, et que même ça, c'est un dispositif... Zapper, ça veut dire... C'est passé avec les télécommandes de chaîne en chaîne. Moi, je fais ça à longueur de journée. Donc, ce qui est intéressant en ce moment à la télévision, c'est une crise... Enfin, c'est une sorte de flottement dans l'idée même de médiation. Quand les gens disent média, ils pensent jamais que c'est le même mot que médiateur. Quand on dit médiateur, les gens disent « Ah, c'est beau, les Suédois, l'ombudsman, le type qui est au milieu, etc. » C'est valorisé, médiateur. Quand ils disent média, ils pensent le hardware, ils pensent la quincaillerie. Ils disent « Oh là là, c'est technocratique, c'est froid. » Pas du tout. Les médias créent ou ont besoin de médiateurs. Le jour où ils ne trouveront plus les médiateurs là où traditionnellement on les faisait, donc les profs, les universitaires, certains intellectuels qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, etc. Ils vont les créer eux-mêmes, mais ils vont les chercher dans le sport. Parce que ceux-là ont une idée tellement pauvre d'eux-mêmes culturellement aussi, que c'est eux les meilleurs médiateurs populaires après. C'est les Drucker et les Collaro. Et c'est en train de se créer sous nos yeux. Drucker, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. C'est comme s'il y avait une classe, on disait, voilà, on change les règles du jeu. Avant, le premier de la classe, c'était celui qui avait 18 sur 20. Maintenant, c'est celui qui a 10 sur 20. Et celui qui a 10,1 sur 20, il est recalé. C'est ça le médiateur, on se met au milieu. Et le milieu, c'est 10 sur 20. Et c'est pas rien de faire 10 sur 20. C'est comme si quelqu'un disait « je vais absolument 10 ». Alors qu'avant, au moins, les gens essayaient d'avoir le maximum. Et ça change évidemment toutes les règles du jeu. Mais quand même, tu vois, ils disent qu'il y aura bientôt une chaîne d'information. Alors ça tu crois vraiment qu'ils vont la faire? Je ne vois pas comment ils peuvent la faire. Moi, je crois qu'on n'aime pas assez l'information en France. Mais ce serait bien de la faire. Tu savais que la plupart des gens prennent après l'information. Ah, oui. Les informations de 8 heures et les informations de 1 heure. Enfin, ils attendent 1h30. J'ai des amis qui ne savent jamais ce qui se passe. Ils ont la télévision. Alors, il y a le sport qui est une question difficile pour une femme non sportive. J'avoue que c'est un petit peu dur. Sauf le tennis. Non, le tennis, oh là là. Je suis d'accord, mais le football, ça nous est très, très étranger. Mais Canal+, c'est bien sur le sport. Le football américain? Oui. Mais il faut comprendre ce qui se passe aussi. Oui, mais ils ont expliqué. Moi, je ne suis pas. C'est les premiers qui ont eu cette J'aime idée. la voix du speaker américain. Oui, il est drôle. C'est les premiers qui ont pris la peine d'expliquer qu'un sport, on peut très bien expliquer des choses assez simples aux gens. Ce qui était évidemment, là aussi, tabou. Il fallait surtout que les journalistes sportifs ne disent jamais quelles étaient les règles du jeu ou même les trucs de tactique élémentaire d'un sport. C'est bien que le sport apparaissait à beaucoup de gens, et surtout les femmes, comme quelque chose de totalement abscon et réservé aux hommes. Enfin, tous les sports sont assez cérébraux aussi. Il y a toujours un aspect mental, tactique, intellectuel. Il suffit que quelqu'un le dise.
Mais il a fallu attendre Canal+ pour le dire. Et là-dessus, à mon avis, ils ont réellement inventé quelque chose. Ils ont montré la corrida. Plein de gens étaient contre, mais pas seulement pour des raisons, humanitaires, parce que c'était un rituel qu'on leur avait jamais expliqué. Mais la corrida, c'est quand même pas, c'est pas inexplicable. Moi, j'ai vu autour de moi des gens qui disaient quand même c'est vachement intéressant. Mais parce qu'on a pris la peine de leur dire que ils n'ont pas besoin de savoir ce que Léris a écrit ou Hemingway. Non, que d'abord ils connaissent un petit peu comment ça se passe. Après, ils pourront toujours lire de la littérature là-dessus. Donc, c'est des choses aussi simples que ça qui ont Encore attendu. que tu vois, regarde, que ce soit inaugural de la connaissance de la tauromachie, la télé, je vois pas ça. Non. Je vois pas ça, parce que vraiment, ce qui exige la présence physique du corps, là, dans l'arène, l'épouvante dans laquelle on est, eh ben, c'est vraiment d'y être soi, quoi. Oui, absolument. Oui. Non, là, c'est un serait bien si on renonçait à certains domaines. Mais attends, il y a aussi autre chose que je trouve formidable dans Canal+, c'est qu'ils ont dit, on va faire tous les lundis un sport, pas français, mais important dans le pays d'origine. Mais ils n'ont pas dit, on le fera tout le temps. Là aussi, c'est le côté tout ou rien. Est-ce que la tauromachie, ou le golf, ou le football américain rentrent une fois pour toutes dans la culture française obligatoire? Pas forcément. Ils vont essayer. Peut-être qu'on fait pendant 4 lundis de suite la tauromachie, et puis qu'il en reste quelque chose, et qu'après on fait autre chose. Et cette souplesse-là, mais ça vaudrait aussi pour les journaux, qui est aussi un peu le plaisir de tenter quelque chose, et si ça marche pas, on peut aller en arrière, c'est pas grave. On se l'interdit à soi-même parce que c'est oui ou non. Si c'est acquis à tout jamais, ou perdu à tout jamais. Ce qu'il y a quand même d'étrange à la télévision, en général, ça doit être partout pareil, c'est que le direct soit si rare. On parlait tout à l'heure de la tauromachie. Ça ne peut pas se produire, ça peut se produire une fois sur 100, le direct pour la tauromachie. Ça se produit beaucoup pour le football. Mais le football, il le supporte très bien, le décalage, tu vois. Mais si tu sais qu'un taureau est mort il y a 15 jours, et tu vas mourir sous tes yeux, comment dirais-je, la densité du spectacle est diminuée. C'est surtout que ça, c'est sûr. En tauromachie, il y a une corrida sur 30 qui est inoubliable. 30, je suis encore généreux. Oh, moi j'en ai vu beaucoup, oui. Moi j'en ai vu beaucoup et j'ai le souvenir de 2-3 corridas dont je me rappelle. Dans l'année, deux. Oui, donc... et encore une. Il y a très peu de chances qu'en direct on tombe sur la bonne. Aussi. Oui. Mais tu vois, quand la chose est en direct, elle est absolument inoubliable. La petite fille, là, qui est morte noyée après l'éruption du volcan. En Colombie. En Colombie. Elle est mondiale. Elle a été tournée, là. Il y a eu des moments comme ça. C'est ça qui fait l'immensité des perspectives ouvertes devant la télévision. S'ils avaient une mobilité suffisante pour courir l'événement, ils le feraient plus souvent. Mais en général, ils ne sont pas d'humeur à le faire, ça. Et ça, c'est regrettable. Tout est déjà fini quand ça arrive. À nous. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose trop tard, au moment où ça s'est passé, on fantasme le moment où ça se passait. Quand on est en direct avec quelque chose qui se passe, là du coup on sait que ça va finir. C'est-à-dire que donc on a un sentiment du temps et que ça va être révolu. Et donc du coup on fantasme moins sur le présent. C'est-à-dire qu'il faut avoir le nez sur la chose même pour savoir qu'il y aura toujours quelque chose qu'on ne captera pas, pour être sûr, pour vérifier qu'il y a un impossible. On ne peut pas avoir une image technologique plus
parfaite de la petite fille en Colombie. Et ça, je crois que Oui, ça, c'est toucher une limite. c'est comme le phare qui éclaire. Alors quand on touche une limite, évidemment, ça crée plusieurs années de ça crée télé, du quoi. collectif, évidemment. On devient tous complices d'avoir C'est-à-dire qu'on a d'avoir touché vu cette image. l'insupportable, on l'a eu sous les yeux. Oui. Je sais pas, enfin, je peux dire, c'est une sorte de sommet comme ça de l'horreur. Tangible, hein, la taille. Alors là, vraiment, comme cette jeune fille qui est devenue une entendante qui était sourde. Tu as vu cette image peut-être? Non. Elle a été filmée au moment où elle a commencé à entendre. Elle était sourde de naissance. Et la caméra ne l'a pas quittée. Et elle a commencé à regarder autour d'elle en se demandant ce qui arrivait. Comme si elle était devenue folle. Et elle a pleuré, elle a crié, elle a voulu se sauver. Et c'est inoubliable. Moi, j'étais en larmes. Enfin, bien sûr. Mais tu sais, on dit à la télévision toujours le miracle du direct. Et ça a l'air d'être une métaphore, mais est-ce que le direct, c'est pas le seul moyen qu'on a de refaire des miracles? Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Et puis il y a aussi l'idée quand le miracle n'arrive pas. Mais quand tu vois l'information, elle mais que n'existe c'est lui pas. qui devrait arriver en Colombie. Seul un miracle peut la sauver, parce qu'on ne peut que la filmer, non pas la sauver. Mais s'il n'y avait pas l'idée de miracle possible, ah ben tout le monde a il n'y aurait parlé. pas de direct. Tout le monde a dit que si... Moi, la première, j'ai dit, mais ils auraient mieux fait, au lieu de la filmer, je sais pas, de déterrer les pieds, de... S'il y avait une façon quand même, de mettre un bac autour d'elle, je ne sais pas. Enfin, on ne va pas parler de ça maintenant. Si, c'est important parce que c'est des moments d'impuissance collective. C'est-à-dire, mais est-ce qu'on est sûr qu'il y a impuissance collective? Ah, c'est sûr qu'il y a aussi si un phénomène de regroupement. Voilà. Là, on est tous pareils à ce moment-là. Nous sommes tous complices du fait d'avoir vu cette image. Il n'y a plus de minorité, de prolétariat, et de gauche et de droite. C'est fini. Voilà. Mais ça, c'est une grande chose pour la télévision. Et en même temps, un sentiment éminemment manipulable. Parce que quand c'est vrai, c'est-à-dire quand c'est vrai au sens du traumatisme, de l'accident, d'accord, mais dès qu'on commence à le mettre en scène, oui. Dès que ça devient rituel. Dans le sport, il y a ça. Il y a quelque chose de rituel. Il y a un miracle rituel. Par exemple, Léonard a battu Marvin Hagler en boxe. Tout à fait étonnant. Mais c'est aussi un rite qu'il y ait des rencontres comme ça. Tu parles du rituel dans le jeu? Du rituel? Tu parlais de refaire ces choses-là dans les films? L'événement en tant qu'il pourrait être un rite. Mais c'est pas la raison d'être du cinéma, ça. Mais ça a beaucoup intéressé les cinéastes. À un moment. Ça a intéressé Rossellini, Rouge, quasiment toute la nouvelle vague. Aujourd'hui, c'est fini. Même eux se sont éloignés de ça. Si, Romer, quand il fait le rayon vert, sous une forme légère, c'est ça. Je me souviens que... J'ai pas vu ce film, je veux le voir beaucoup. Je viens un jour, Dumayet a interrogé un ouvrier espagnol, d'origine espagnole, je sais plus quel c'est peut-être en Argentine, qui était dans une latifondia. Un type qui était né là, qui avait vécu là toute sa vie, gardé les troupeaux. Et Dumayet lui a dit, comment il s'appelle, le patron de tout ça? Il a dit le nom du patron. Et il lui a demandé, est-ce que vous avez de la sympathie pour lui? Le type... le silence a duré 1 minute et demie. Il rigolait. Il regardait Dumayet. Jamais ce type n'avait imaginé qu'on lui posait cette question. Même qu'il avait un avis sur cet homme qui était son patron. Il ne l'avait pas imaginé. C'était admirable, admirable. Et il a laissé la caméra. Ça a duré 1 minute et demie. Et à la fin, il a eu un rire nerveux, là. On a coupé.
Il y a certainement 3 époques dans l'histoire du spectateur, par rapport à des images filmées. Il y a une période, mais il y a un texte très beau quand tu parles du spectateur enfantin, de celui qui est inchangeable, qu'on ne bouge pas. Le spectateur est enfantin. Le spectateur. Non. Quand on regarde notre télévision, on est enfantin. Donc il y a quelque chose qui est le spectateur, en tant qu'il a rapport à l'enfance. Éternel. Quoi. Éternel. Alors qui reste soit sociologiquement, collectivement, mais qui reste aussi individuellement. Après, on est passé dans le cinéma par une période où on a dit on va faire du spectateur un témoin. Et tout ce qu'on vient de dire, c'était ça. C'était soyez témoin de ce qui se passe. Donc ça, c'est le cinéma moderne européen. Très peu américain, moderne européen. Qui s'est clos, je crois. Parce que tout bêtement, la télévision était l'endroit où ça devait aller. Ça. Aujourd'hui, on est dans une 3e situation qui est beaucoup plus étrange, qui est faisons de lui un complice. Ça commence avec Woody Allen, par exemple, dans le cinéma. Et à chaque fois, il y a une esthétique différente. Alors évidemment, les 3 coexistent, mais la télévision, je crois, fait de nous des complices. Rarement des témoins, oui, pour la petite fille colombienne, mais c'est très, très exceptionnel, c'est objectif. Là, c'est objectif, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de tricherie. Des complices, très souvent, y compris des complices de la tricherie. Mais tu parles des informations. En général, c'est vrai aussi pour les histoires, c'est vrai pour les acteurs, c'est pour ça que les acteurs ont tellement de problèmes. Cette peur dont tu parles, c'est parce qu'ils sont trop complices avec leur image et avec l'idée qu'ils ont que le public a de leur image. C'est pas soyez témoin de ma performance folle de numéro d'acteur, genre Harry Bor, disons. Et puis tant pis si je suis un cabotin, c'est soyez complice de à quel point je travaille pour un auteur, parce qu'on peut faire des films d'auteur, c'est difficile, je fais tous les rôles, je souffre, etc. Et du coup, ils oublient de jouer. Mais les gens vont à leur secours. Les cinéphiles vont au secours des films. Oui, mais ils oublient de jouer, tu vois. Alors, c'est un peu ce qui nous est arrivé avec Pivot. On a oublié de jouer. Ça devrait pouvoir se faire. Et les informateurs, les journalistes, n'oublient jamais. Eux ne sont pas nos complices. Non. Jamais. Ah non, parce qu'il y va de leur statut même de ne pas d'être au milieu, d'être entre toi et le public. Mais toi, ils te connaissent mal, ou ils t'ont pas lu, ou ils ont peur, et le public, ils ne le connaissent pas. Ils passent leur journée entière à Cognac-Jet. C'est comme les journalistes, c'est comme tous les médiateurs. Ça pourrait être des prêtres, des psys, peu importe. C'est cette fonction de médiation qui, aujourd'hui, s'est hypertrophiée au détriment de ce à quoi elle devait servir. Mais c'est quand même ce qui diffuse, ce qui donne à connaître. C'est des informations, c'est en gros, si tu veux, une culture, une connaissance. Une culture à partir d'une connaissance, si tu veux, très très médiocre, d'un niveau très très bas. C'est vrai. Rien n'est fait pour les minorités intellectuelles. Rien n'est fait pour les auteurs. Les auteurs de peinture, les auteurs de littérature, les auteurs de films. Rien n'est fait pour eux. Nous n'avons pas besoin de ça. Du moment que nous peignons, du moment que nous faisons de la musique, que nous écrivons des livres, nous n'avons besoin de rien. Tu es d'accord là-dessus ? Et j'ai souvent le sentiment de voler le spectacle que je vois à la télévision. En le regardant mal, de le voler aux pauvres. Comme moi. Aux pauvres, c'est-à-dire aux gens qui ne font ni peinture, ni musique, ni livre. Ouais. Et nous autres, nous trouvons
cela parfaitement légitime, parfaitement justifié, que rien ne soit fait pour nous. Alors là, je me demande si c'est pas la télévision qui nous l'a inculqué, ça. Parce que moi, au début, je me réclamais de certains films. J'aurais voulu voir Bresson, j'aurais voulu voir des... Même le camion, il pourrait le donner. Mais c'est impossible, c'est du poison pour le peuple, ça. Ça lui fera faire du mauvais cinéma plus tard. Je regrette un peu cette ségrégation par le haut. Parce qu'on se trompe sur les autres aussi. Tu vois? C'est ce qu'on appelle la base. La base du million de spectateurs Moi, je crois que qui est là constamment. Je crois que les médiateurs, donc plutôt la télévision, s'ils sont devenus si gros, si encombrants, c'est qu'ils bénéficient d'une double démission. La démission des gens qui produisent des choses, qui créent des choses, qui font des choses, qui estiment que ce n'est pas à eux d'aller vendre leurs marchandises, c'est quand même toujours un peu difficile, ou d'aller dire ce qu'ils font, mais qu'il y a des gens pour ça. Des voyageurs de commerce. Alors, les gens du haut, évidemment, ont un certain mépris pour ces médiateurs qui, tant bien que mal, de manière assez vulgaire, en mélangeant un peu tout, disent que quand même les choses existent, quand ils le disent. Mais c'est pareil en bas, c'est ça qui est intéressant, c'est que la base, elle aussi, est plutôt rigolarde ou au second degré, ou très, très frivole. Oui, mais alors on arrive à un niveau... Ça veut dire que des deux côtés, il y a une duplicité. Il y a une duplicité de celui qui zappe ou qui met la télévision après les informations, qui arrête quand ça devient culturel, parce que, bon, il pense que c'est pas pour lui, mais que c'est pas grave, c'est bien que ça existe. Il y a aussi une sorte de tolérance très, très terrible, en un sens, mais aussi de la part des gens qui produisent, qui pensent que là où les choses se passent, au niveau de l'opinion, qui est la télévision, ils n'ont pas à aller parce qu'ils ont une idée très haute d'eux-mêmes, et qu'il y a des gens pour ça qui évidemment le feront mal, ce qui permet après de dire, oui, évidemment, on ne peut pas parler d'un bouquin, on ne peut pas parler d'une peinture à la télévision, donc autant que le préposé à ça le fasse. Et on le méprise. Et lui, pris entre ces deux mépris, et grassement payé pour ce mépris, donc acheté, se met à abuser de cette position qu'on lui laisse bien volontiers. C'est exactement dans ce sens-là que je pense que quand les gens de cinéma se plaignent que le cinéma, c'est plus possible, ça se meurt, que c'est tué par la télévision, beaucoup qui font des films assez médiocres, qui fondamentalement ne sont pas autre chose que des téléfilms, on a envie de leur dire, si votre passion, c'est l'image et le son, si c'est votre métier, votre passion, et que nul d'autre que vous a le droit de les faire et de les montrer au maximum de gens, prenez le pouvoir à la télé. Bon, ça a l'air utopique et c'est certainement impossible, mais ayez au moins cette idée que la télévision est votre endroit, puisque vous aimez ça. Mais ils ne pensent pas le faire. C'est peut-être trop tard, c'est peut-être impossible. Toutes les nouvelles chaînes qui se font veulent créer leur médiateur maison, et non pas aller prendre des gens qui déjà travaillent. Leur metteur en scène. Oui. Ou alors on récupère des cinéastes du cinéma, du cinéma ou ayant raté au cinéma, qui vont continuer leur carrière dans la télévision, mais c'est en gros le même cinéma. Et on le voit très bien avec les jeunes cinéastes, je parle y compris des plus talentueux, ils se font une sorte d'image très carapassonnée, très, très machine de guerre, solitaire, souvent assez déplaisante, parce que c'est des gens jeunes, ils devraient être un peu plus marrants et généreux, parce que c'est « moi je ne touche pas à la télévision ». Et il y a une complicité généralisée. On ne pense pas que la télévision est le lieu où une passion singulière pour un objet passe directement. Donc il faut des passeurs. Et plus ça va, plus les passeurs sont secrétés par la maison télévision et ne sont plus les passeurs. Je vois pas comment elle pourrait les avoir. Oui, il faudrait toujours changer, choisir. Oui. Parce que maintenant, tu as le prototype du film de télé. Oui. Même les gens très très peu avertis du cinéma le savent, ça c'est un film télé. Et il est maigre et pauvre. Oui. Comme une maigreur de ce film-là. Oui, comme il manque une couche de réel, il manque... une bâtardise. Oui. Et en même temps, souvent, avec quelque chose... Mais charmante, quelque chose de plus honnête et de plus... Voilà. Et de plus... Et moins gras. Cohérent, ou qui ressemble plus à la façon dont ça va être vu. Parce que quand on voit un bon téléfilm, ça arrive. Moi, j'en ai vu un récemment très bien, de Daniel Duval, voilà, qui est un type qui a fait des films pas mal au début, puis des mauvais films. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'était une série noire, tu sais, c'est la série noire. C'était un polar tout à fait banal, avec Aristrup. Bon,
Et C'est pas l'enfant qui... Non. Attends, je sais plus. C'est un enfant qui fait une fugue, qui veut devenir un petit malfrat. J'en ai vu un très bon aussi, moi, récemment. Je trouvais que c'était très supérieur à 2 polars sur 3 qui sortent à grand tapage sur les écrans. Je trouvais que nous, alors journalistes, on devrait dire... Duval a fait un film qui est légèrement supérieur en acuité et en qualité au niveau d'attention de la télévision. C'est-à-dire que si quelqu'un le voit, comme moi je l'ai vu un peu par hasard à la télévision, c'est plutôt une bonne surprise après des informations, et on dit mais c'est pas mal du tout. Le même film dans une salle de cinéma, on dit à quoi bon? On fera jamais des polars oui, alors pour les Américains. Pour départager ces choses-là, je suis pas bonne du tout, moi. Ça existe. Même si moi aussi je le subis, mais je ne peux pas faire ce départage. Je ne peux pas arriver à savoir pourquoi. Je sais que c'est un film de télévision, que j'y crois moins qu'aux films qui ne sont pas de télévision. Et que par ailleurs, ça m'enchante quand même. Pour des raisons mineures, tu vois. Oui, oui. Mais oui, absolument mineurs, parce que c'est des films qui, ou c'est des téléfilms, peu importe, qui s'inscrivent dans un contrat social faiblard, mais encore existant. Alors qu'il y a des films qui sont des films d'auteurs malheureux déguisés en polar, parce qu'on pense naïvement que le polar, c'est la façon de faire commercial tout en gardant sa personnalité, qui ne reposent sur plus aucun contrat. Parce que aller dans une salle de cinéma voir un néo-polar français un peu personnel, s'il n'est pas vraiment formidable, on est fatigué, on préfère voir les vieux polars américains. À vrai dire, je ne sais plus, moi, ce qui fait aller dans un cinéma. Non, moi non plus. Je devrais le savoir, mais je sais plus. Je sais plus. On n'a qu'à attendre, là, ça passe là. Mais alors qu'ils fassent des cinémas d'essai. Oh, c'est sans doute ce qui va se passer. On est sûr, par exemple, mes films, vous pouvez être sûr que ça ne passera jamais à la télévision. Donc, vous pourrez les voir là. Mais ce qui va se passer, c'est qu'y compris les films qui ne semblaient rien emprunter au théâtre, ou même se définissaient par la haine du théâtre, comme Bresson, et Dieu sait si Bresson a fait beaucoup de petits, eh bien ces films-là seront sauvés ou se reproduiront parce qu'ils seront donnés dans une structure théâtrale, qui est quand même la salle de cinéma, l'obscurité, le collectif. Oui. C'est une belle ruse de l'histoire. Et l'autre partie du cinéma, celle qui ne pense qu'à l'image, il est assez logique qu'elle aille dans les médias où il n'y a que des images, c'est-à-dire la télévision. Parce que là, l'espace théâtral est inconnu. Chaque poste de télévision dans chaque pièce est une inconnue. Tandis que la salle de cinéma, elle est connue. Donc si un film de Romer ou Marguerite Duras passe 5 ans dans un cinéma, ben c'est comme... Ben c'est arrivé là, avec oui, les garçons. Bien sûr. C'est comme une pièce de théâtre, minoritaire certes, mais qui avait pendant plusieurs années un public qui disait « j'irai tôt ou tard, j'ai le temps d'y aller ». C'est d'ailleurs ce que Romer, qui est un type tout à fait impeccable sur le raisonnement, a toujours dit. Moi, je veux un film de moi, 5 ans dans un cinéma, plutôt que 50 salles, 3 jours. Même si c'est le même chiffre de spectateurs, c'est pas pareil. Or, malheureusement, les gens pensent en termes de chiffre de spectateurs. Mais il y a aussi un truc du temps de vie d'une œuvre et de la chance qu'elle a d'avoir différents types de spectateurs. Ça arrive des fois, hein, tout près d'ici, le film de Tarkovsky. Je ne sais pas s'il est encore à l'affiche. Au Bonaparte, oui. Oui. J'ai pas vu. C'est plus de 100 000 spectateurs. Et alors on sait que c'est 100 000 personnes qui ont dit j'y vais. Parce que même si c'est pour des raisons culturelles et un peu snob, ils savent que c'est pas très drôle. Mais il faut y aller. Mais ils savent aussi que le film, s'ils le ratent, là, ils le verront dans 15 jours.